Aujourd'hui, on va faire un point global de la situation au Proche-Orient avec l'accord de cessez-le-feu, la situation sur le pétrole et sur l'inflation et la probable baisse des taux d'intérêt de la Fed dès le mois de juillet, alors qu'il y a quelques jours, quelques heures à peine, il n'était pas du tout question de toucher à quoi que ce soit avant la rentrée de septembre. Alors autant te le dire tout de suite, je ne suis pas encore totalement confiant vis-à-vis de tout cela, même si je dois reconnaître que l'ensemble de ces news est plutôt bullish, plutôt positif pour la suite. On en vient donc tout naturellement à se demander si ce ne serait pas le bon moment pour commencer à recharger quelque peu, et notamment sur Bitcoin. Hier soir, Trump a donc annoncé la paix au Moyen-Orient sur son réseau social. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Il a d'abord expliqué que l'armée américaine avait fait du très bon travail sans aucune perte de leur côté. Ensuite, il a remercié l'émir du Qatar pour tout ce qu'il a fait pour la paix. Puis, il a envoyé ce message en remerciant le monde et qu'il était temps pour la paix. Et il termine quelques heures plus tard en annonçant le cessez-le-feu puis la fin de la guerre de 12 jours, remerciant Israël et l'Iran pour leur courage et leur intelligence à mettre fin à cette guerre. Et depuis, c'est une multitude de messages à son effigie vantant la suprématie de l'Amérique et de son président. Bref, tout ça sur Truth Social, son propre réseau qui est un copier-coller de Twitter. Tiens, d'ailleurs, il faudra m'expliquer un jour le rôle des réseaux sociaux dans un conflit comme celui qu'on vient de vivre. Attention, on va vous attaquer et ce sera terrible. Oui, mais nous, on va riposter et ce sera encore plus terrible. Alors si vous faites ça, nous, on va bloquer le détroit. Non, tu le feras pas, etc., etc. Ça me fait sourire cette façon de communiquer et j'avoue que je ne me l'explique pas dans le cadre d'un conflit comme celui-ci. Bref, quoi qu'il en soit, ce matin, les marchés soulignent la nouvelle et repartent à la hausse. On peut dire qu'on a eu chaud et que ce qui a changé le visage du conflit, c'est pas le programme nucléaire iranien, c'est le détroit d'Ormuz. Je vais y revenir là-dessus parce que c'est devenu en 12 jours l'objet de toutes les attentions. Pour l'achat de crypto long terme, j'utilise plusieurs plateformes et notamment Bitpanda. Chez Bitpanda, ils ont plus de 700 paires crypto disponibles, ce qui laisse largement de quoi diversifier son portefeuille pour envisager le bull run de la meilleure des manières. Et pour l'après-bull run, ou si tu veux diversifier dès aujourd'hui en dehors de la crypto, ils proposent également des actions, des indices, des ETF et même des matières premières et des métaux précieux. Bitpanda, c'est une plateforme européenne fondée en 2014 en Autriche, à Vienne, par Eric, Paul et Christian. Et leur objectif reste de simplifier l'accès à l'investissement pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on retrouve tous ces actifs sur la même plateforme et que l'interface est particulièrement bien étudiée pour rester le plus simple et le plus pratique possible. Et si Bitpanda compte plus de 5 millions d'utilisateurs aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de frais sur les dépôts ou les retraits, et ce, quel que soit le moyen de paiement. Pour ma part, je l'utilise pour hold, pour conserver sur le long terme, sachant que c'est pratique, comme je te l'ai dit, mais aussi parce qu'ils sont régulés en Europe et qu'ils comptent au total plus de 10 licences à l'international. Et si jamais tu veux aller un peu plus loin et passer sur le trading, ils ont Bitpanda Fusion qui offre des prix ultra précis en temps réel et donc un trading parfaitement optimisé. Je te laisse le lien de Bitpanda en description, tu peux y jeter un œil, ils ont régulièrement des promos intéressantes. Bien entendu, investir en crypto-monnaie comme sur tout type d'investissement comporte des risques de perte totale ou partielle de ton investissement. Alors, sois prudent, fais tes propres recherches et renseigne-toi sur la législation en vigueur dans ton pays. Le détroit d'Ormuz est situé au sud de l'Iran. Il est le point de passage obligé entre le golfe Persique au nord et le golfe d'Oman au sud. Au nord, on retrouve l'Iran et au sud, on retrouve les Émirats arabes unis et le sultanat d'Oman. Il est long de 212 km et large de 55 km. Ça, c'est pour le côté géographique. Maintenant qu'on a posé le décor, ce qui nous importe, c'est que 24% du commerce mondial de pétrole transite chaque année par ce détroit, c'est-à-dire environ 2400 pétroliers, soit 20 millions de barils de pétrole chaque jour. On parle de l'Iran depuis quelques jours, mais le détroit d'Ormuz, c'est aussi la seule route de sortie viable pour le pétrole saoudien et le pétrole émirati. Alors vouloir fermer le détroit était certainement la dernière carte de l'Iran dans cette guerre, la plus dangereuse mais aussi la plus puissante. Et c'est donc tout à fait logique que le prix du baril du pétrole s'est effondré hier soir à l'annonce du cessez-le-feu. Et ça, c'est quelque chose qui fait les affaires de Trump. Depuis plusieurs semaines, le cours du baril est en chute libre, passant de plus de 80 $ début janvier à 55 $ le 5 mai. Il est ensuite remonté assez brutalement, tu t'en doutes, à cause des tensions et du conflit au Moyen-Orient, avant de s'effondrer à nouveau, et notamment ces dernières heures. Prenons maintenant le problème dans son intégralité, le problème Trump. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi le marché pourrait repartir, même s'il reste encore sous pression. Engagé dans un bras de fer à coups de lourdes taxes douanières, les États-Unis et la Chine sont tous les deux les plus importants consommateurs de pétrole au monde, avec respectivement 20 millions et 15,15 millions de barils chaque jour. La Chine
Chine reste par ailleurs le premier importateur de brut au monde. Et la Chine importe 13% de son pétrole depuis l'Iran via le fameux détroit d'Ormuz. Et bien avant le conflit au Moyen-Orient, les pays de l'OPEP ont augmenté leur production, faisant aussi chuter le prix du baril. De son côté, l'administration de Trump a avoué un objectif pour le baril à 50 $. Et on peut se demander pourquoi. Vu que eux aussi ils ont du pétrole, ils auraient pu le vendre à prix d'or si le conflit au Moyen-Orient avait dégénéré. Seulement ça rentre dans toute la stratégie de Trump. On affaiblit, mais on ne tue pas. Et ça va se faire en plusieurs phases. Tout d'abord, on maintient les prix du pétrole extrêmement bas. Ça, c'est pas pour que tu fasses Paris-Palavas à moindre frais cet été, ne rêve pas. C'est uniquement pour maîtriser l'inflation. Dans un deuxième temps, et pour le coup ce n'est qu'une simple supposition de ma part, dans un deuxième temps, ils trouveront le moyen de faire remonter le prix du baril pour faire rentrer du cash dans les caisses des États-Unis et pour relancer la valeur du dollar à l'échelle internationale. Au cas où tu en douterais encore, on a eu une fois de plus droit à une guerre économique à grands coups de missiles et autres intimidations nucléaires. Cet épisode-là n'est peut-être d'ailleurs pas encore fini et on pourrait avoir pas mal de volatilité sur les marchés dans les prochaines semaines. Cependant, mystérieusement, on voit quelques membres de la Banque fédérale américaine commencer à nous dire qu'il serait éventuellement possible d'assister à une baisse des taux directeurs dès ce mois de juillet 2025. On le sait, Trump met une pression énorme sur Jérôme Powell pour baisser les taux, relancer l'économie et rembourser la dette nationale. Et le prix du pétrole, s'il se maintient bas, est une bonne nouvelle. Parce qu'un pétrole bas, un pétrole pas cher, c'est une inflation qui est basse, une inflation qui baisse et ça laisse la porte ouverte à une éventuelle baisse des taux. Samedi dernier, Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a affirmé sur CNBC que la Banque centrale pourrait réduire ses taux dès le mois de juillet. Et lundi, c'est Michelle Bowman, également gouverneur de la Réserve fédérale, qui a déclaré qu'elle était favorable à une baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de juillet, à condition que les pressions inflationnistes restent modérées et maîtrisées. Pour le moment, il y a tout de même encore 77% de chances que la Fed ne change pas ses taux au 30 juillet. Pourcentage en baisse puisqu'on était encore au-dessus de 90% de chances il y a à peine quelques jours. Pour rappel, une baisse des taux signifie remboursement de la dette des États-Unis en moindre coût, un soulagement pour Trump et l'ensemble de l'économie américaine, et l'arrivée de capitaux importants sur les marchés à risque comme la crypto. Et c'est pour cela que tout le monde est pendu à la moindre communication de Jérôme Powell, le président de la Fed. Maintenant, comme je te le disais, pour envisager une baisse des taux, il faut que l'inflation baisse. Et avec le pic récent du pétrole, j'ai peu d'espoir que les chiffres de l'inflation soient si bons que ça pour le mois de juin. Chiffres qui seront publiés au début du mois de juillet et la Fed aura alors plusieurs semaines de réflexion devant elle. Est-ce que toi de ton côté tu pourrais me partager ton avis sur cette situation en commentaire? Je suis curieux de connaître ta position vis-à-vis de tout ça. Est-ce que la Fed va succomber à la pression de Trump et baisser ses taux dès le mois de juillet 2025, permettant au marché crypto, à l'ensemble des marchés financiers, d'exploser un petit peu plus tôt que prévu. En début de vidéo, je t'ai dit qu'on pourrait envisager la possibilité de recharger sur Bitcoin. Alors je vais préciser tout ça et bien entendu, ceci n'est pas un conseil financier. On va pas aller voir les graphiques cette fois. Dans cette vidéo, Guillaume fait ça très bien. Je ne sais pas si tu as vu ses dernières vidéos, ça sort tous les lundis, mercredis et vendredis. Je te laisse ici le lien vers la playlist. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Donc je te disais que j'envisageais la possibilité de recharger sur Bitcoin et je te précise tout ça. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai un bag principal de Bitcoin, un peu comme un noyau dur que je ne touche pas. Ensuite, j'ai une partie de mon bag avec laquelle j'effectue des opérations d'achat et de vente. Tu peux appeler ça du trading. L'objectif, c'est de faire grossir ce fameux bag, ce fameux noyau long terme. Il y a quelques semaines, j'ai clôturé plusieurs positions, notamment sur les altcoins, et j'ai conservé quelques liquidités. Et je pense qu'il est temps d'envisager un retour modéré à l'achat. Pourquoi? Nous avons aujourd'hui deux possibilités. Tout va bien, dans le meilleur des mondes, Bitcoin ne repasse pas sous les 100 000 $, la Fed baisse ses taux fin juillet et le marché explose en pleine euphorie. Donc l'idée serait de se positionner aujourd'hui pour ne pas rater le train. Comme je te disais, je tiens aussi compte du fait que je suis déjà dedans avec mon bag long terme. Autre possibilité, le conflit au Moyen-Orient redémarre, le pétrole explose, l'inflation aussi, la Fed ne baisse pas les taux et le marché chute, le marché crash. Vision, à mon sens, la plus probable à court terme. Ce qui nous amènerait avec un Bitcoin sous les 100 000 $, disons vers les 92-95 000 $. Pour le moment, la situation reste tendue, très tendue au Moyen-Orient et les marchés n'aiment pas ça. Je ne vois pas de news à court terme qui pourrait faire décoller le prix du Bitcoin
Mais d'un autre côté, comme je te disais, je n'ai pas envie de rater le train. Et c'est là que rentre en compte tout un aspect psychologique. Pour me débarrasser de tout ça, j'ai donc placé les ordres entre les prix actuels à 104 105 000 $ et les supports à 92 95 000 $. J'ai fait un tout petit achat de Bitcoin ce matin au cas où. De toute façon, au pire, même si ça chute, j'aurai cet achat pour le long terme. Et si jamais ça décolle, je suis déjà dedans. Il est parfois difficile d'avoir une vision court terme, surtout dans un climat de peur et d'incertitude comme actuellement. Et c'est pour ça que je te parle uniquement du Bitcoin. Pour le moment, pour ma part, il est hors de question de revenir activement sur le marché des altcoins. Le cessez-le-feu est bien trop frais, la situation est bien trop instable. Je préfère avoir un manque à gagner de 3, 4, voire 5% sur Bitcoin plutôt que de ramer pendant des semaines après une éventuelle perte de 10 à 15%. Je te prends cet exemple en admettant que Bitcoin soit au prix tout rond de 100 000 $. S'il chute de 5% à 95 000 $, il faudra alors regagner 5,3% pour revenir à 100 000 $. Si jamais il baisse de 10%, il lui faudra 11% pour remonter. Et s'il chute de 15% à 85 000 $, c'est un effort de 17,6% qu'il devra fournir pour revenir à son niveau initial. Donc aujourd'hui, entre la possibilité de revenir dans une phase de hausse importante et l'éventualité de nouvelles secousses, je préfère rester prudent et accepter un éventuel manque à gagner. Je prends un peu de Bitcoin, comme je te l'ai dit, je l'ai fait ce matin, et les ordres que j'ai aux alentours des 100 000 $ représentent 10% de mes liquidités. Ensuite, j'attendrai de voir, je positionne le reste en dessous et je verrai bien comment la situation évolue. Et si jamais on a une confirmation du retour de la hausse, je serai toujours à temps d'acheter sur ces prix-là. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, qu'elle t'a apporté des éclaircissements sur la situation actuelle et sur ce qui pourrait se passer cet été, notamment avec la Fed. Si c'est le cas, je t'invite à me lâcher un pouce bleu, liker cette vidéo, pense également à t'abonner par ici, ça soutient énormément la chaîne et je t'en remercie. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!